Nicolas, bonjour. Bonjour Thomas. Alors je disais à l'instant, on a beaucoup parlé de SOC et on parlera beaucoup de SOC puisque cette interview elle est enregistrée. Donc on parlera beaucoup de SOC au cours de cette matinale et je proposais en fait de faire un pas de côté avec vous pour aborder finalement deux problématiques qui sont le chiffrement et également l'IAM, l'identification, qui sont aussi deux thématiques importantes. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots très rapidement qui est Thales? C'est un grand groupe, mais bon, on puisse en avoir une idée. Oui, effectivement, Thales est un très grand groupe de 80 000 personnes aujourd'hui, un groupe mondial qui est le rapprochement de plusieurs entités, dont effectivement depuis maintenant presque un an et demi, avec le rachat de Gemalto, la création d'une entité qu'on appelle DIS pour identité et sécurité numérique, donc à laquelle j'appartiens et dans laquelle donc nous proposons des solutions pour la cybersécurité justement autour de l'IAM, autour de la protection des données. Lorsqu'on parle de cybersécurité, pour vous, je pense que l'une des questions les plus essentielles, il y a deux questions essentielles. Il y a celle de l'identité, donc je le disais un peu plus tôt, on en reparlera avec vous et on en reparlera bien sûr tout au long de l'émission et tout autour de la journée consacrée à la cybersécurité. Il y a également la question, et je pense que c'est peut-être la première question qui est vraiment importante pour vous, c'est celle de la protection de la donnée. Pourquoi est-ce qu'elle est tellement centrale pour vous et pourquoi est-ce qu'elle doit être si centrale lorsqu'on parle de cybersécurité ? Oui, je pense qu'elle est centrale parce qu'en fait la donnée c'est ce qui a de la valeur. Ça fait plusieurs je pense années qu'on parle de la donnée, c'est le nouveau pétrole. C'est bien pour montrer, illustrer que la donnée c'est aujourd'hui le cœur du business, c'est le cœur des décisions, c'est ce qui fait nos entreprises d'aujourd'hui. Donc évidemment, eh bien c'est ce qu'il y a de plus sensible et certainement ce qu'il y a de plus à protéger aujourd'hui. Dans l'ancien monde ou dans l'ancien modèle en fait, on avait des protections où la donnée était mise à l'intérieur de zones, de périmètres sécurisés. Mais aujourd'hui, ce qu'on note bien, c'est que cette donnée est complètement distribuée, éclatée à travers les écosystèmes, les environnements, les services cloud qu'on utilise de plus en plus. Et elle se retrouve aussi on va dire présent dans des écosystèmes bien différents. On peut avoir des bases de données, des serveurs de fichiers, encore une fois des services web. Donc cette donnée-là est éclatée et on peut plus avoir cette protection euh, d'antan, on va dire, mais plutôt on va chercher à rapprocher la sécurité au plus près de la donnée, puisque c'est ça qui a de la valeur, c'est ça qui a de l'intérêt pour les attaquants aujourd'hui. Et la meilleure façon finalement d'enlever la valeur à une donnée, eh bien, c'est de la chiffrer. En la chiffrant, on la rend inintelligible et donc dénuée d'intérêt pour tout attaquant. Alors, vous avez dit plusieurs choses qui sont particulièrement dignes d'intérêt, Nicolas. C'est que cette donnée, vous l'avez dit, elle est particulièrement aujourd'hui éclatée. Elle est dans les data centers, elle est sur site, elle est dans le cloud. Elle peut être, on l'a pas dit, mais elle peut être dans des conteneurs, elle peut être dans des VM. Elle est vraiment éclatée. Comment est-ce qu'on protège aujourd'hui? Comment est-ce qu'on chiffre finalement une donnée qui est sur site et dans le cloud? Est-ce qu'on la chiffre sur site ou est-ce qu'on la chiffre sur le cloud? Comment est-ce qu'on fait finalement? Bien, alors, en tout cas, sur le cloud, comme il s'agit d'utiliser les PC d'un autre, comme on dit, il est évidemment, je pense, très important d'encourager ces méthodes-là. Et c'est d'ailleurs même les services, donc les fournisseurs de services cloud, qui n'hésitent pas à encourager, à recommander l'utilisation du chiffrement sur le cloud, évidemment. Moi, je pense qu'il est important, c'est de se dire finalement quel type de données j'ai à protéger et de savoir quelles sont ces données où est-ce qu'elles sont, quel niveau de sensibilité elles occupent. Donc chez Thales, on propose une approche un peu cyclique qui démarre justement avec des outils pour détecter, découvrir la donnée sensible justement dans tous ces environnements que vous avez cités là, les bases de données, des containers, des buckets cloud, etc. On va vouloir savoir quelles sont les données sensibles à l'intérieur de ces environnements-là. Donc avec des outils, on va pouvoir émettre des rapports et savoir justement quel type de données, quel niveau de sensibilité j'ai sur ces environnements-là et prendre la bonne décision. Et donc, dans une deuxième phase, c'est plutôt de s'équiper de solutions pour pouvoir chiffrer dans l'ensemble de ces environnements-là. Puisqu'on l'a dit, la donnée est éclatée, il faut être capable d'aller chiffrer à la fois dans le cloud, mais peut-être aussi sur des environnements de prémisse si ma donnée sensible est présente à ce niveau-là. Donc, je veux m'équiper
de connecteurs ou de méthodes pour chiffrer ces données dans ces environnements-là. Et puis il y a le dernier point important qui va être d'avoir un mécanisme pour contrôler, gouverner ce chiffrement et surtout gouverner les clés de chiffrement. C'est en ayant ce contrôle fin, je pense, sur les clés de chiffrement qu'on pourra vraiment garantir que j'ai le contrôle sur ma donnée. Et c'est d'ailleurs, je pense, un des points que l'on voit des fois un petit peu sous-estimé ou sous-évalué par certaines organisations, où on va laisser, si vous voulez, la gestion des clés de chiffrement de façon un petit peu spécifique à chaque environnement. Chaque équipe va gérer ces clés-là de façon propre ou native. Et en fait, je pense qu'il y a un intérêt à aller voir comment je peux centraliser cette gestion de clés, cette gouvernance-là, ce qui va vraiment aider les entreprises, d'une part, à avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe en termes de chiffrement et donc en termes de contrôle de données, en 360 sur l'entreprise, dans chacun des environnements. Si j'ai un point central pour gérer mes clés de chiffrement et gérer qu'est-ce qui est chiffré et quelles données je chiffre et comment je les chiffre et quelle politique de sécurité je les chiffre, on va apporter un meilleur contrôle et surtout une vraie efficacité, hein, et réduire d'ailleurs une grande complexité si j'ai à gérer des clés de chiffrement dans tout un tas d'environnements bien séparés. Ici, en centralisant, je simplifie et je me rends, on va dire, aussi plus rapidement conforme puisque j'ai une meilleure visibilité sur l'ensemble de mes clés qui vont protéger mes données. Donc voilà, en synthèse, je pense que une approche, en tout cas, pour aller vers un chiffrement on-premise ou cloud, c'est d'avoir en tête une gestion centralisée de mes clés de chiffrement, du chiffrement adapté à chacune de ces environnements-là, chacun de ces environnements-là, pour tout type de données, et puis en préambule, évidemment, avoir les outils pour découvrir quelles sont les données sensibles qui méritent justement ou que je dois, en tout cas, chiffrer pour éviter des dommages. J'aimerais qu'on revienne sur ce point-là, Nicolas, sur la découverte, le choix des données sensibles. Ce choix-là ne peut pas être fait uniquement par le RSSI. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt, sur ce point-là spécifique, à travailler, puisque c'est une étape qui est absolument nécessaire, à travailler vraiment en amont avec les métiers pour qu'eux puissent justement dire que tel type de données a absolument besoin d'être chiffré? Est-ce que cette coopération-là est absolument nécessaire entre RSSI et métiers? Ouais, je pense qu'elle l'est et elle se fait d'ailleurs naturellement dans les équipes avec lesquelles je travaille, je discute, puisque comme vous le dites, les métiers sont eux responsables des données qu'ils vont traiter, et le RSSI est là pour les aider, les guider justement à choisir les bonnes méthodes de protection en fonction du risque que ces données représentent. Donc il y a une vraie interaction qui doit se faire là, et justement les outils qui peuvent être utilisés sont des outils pour aider à scanner ces environnements de données et à émettre des rapports que l'on peut ensuite discuter justement entre équipes et se dire, ben voilà, j'ai noté qu'il y avait ici tout un tas de données financières ou des données personnelles qui, eh bien, méritent ici d'avoir des protections appropriées. Donc potentiellement le chiffrement, mais il peut y avoir d'autres types de protections et qui justement doivent être discutées avec les métiers pour que ce soit en ligne avec la façon dont les données sont traitées, la façon dont les données sont utilisées, suivant les systèmes dans lesquels elles sont. Donc vraiment, cette interaction est primordiale. Et si on veut, on va dire, avoir une autre approche, qui est le chiffrer tout, le encrypt everything, hein, comme on entend souvent, ça peut être aussi une première phase. Peut-être que, puisque l'interaction entre métier et RSSI demande aussi du temps, de l'investissement, des hommes, etc., on peut se dire aussi qu'il y a peut-être une priorité numéro un, que si je suis conscient que j'utilise un système comme le cloud, qui n'est pas finalement dans les limites et dans les bordures, en tout cas, de mon entreprise soumise à mes propres règles, eh bien, je peux aussi vouloir dire, je vais tout chiffrer de base et après rentrer dans la granularité, rentrer dans des choix plus, on va dire, efficaces potentiellement et chiffrer ce qui a de la valeur uniquement. Le ransomware, je pense que vous en parlez beaucoup avec vos clients. Toutes les organisations en parlent. Elles sont malheureusement également toutes concernées. Pourquoi l'ensemble des mécanismes mis en place, notamment pour assurer la protection de la donnée, et le chiffrement en est un, permettent-ils finalement de limiter l'impact, de limiter non pas la dangerosité, mais vraiment l'impact du ransomware sur l'organisation?
Oui, c'est vrai que le ransomware occupe beaucoup des discussions aujourd'hui. Clairement, le chiffrement en tant que tel n'est pas une réponse à un ransomware, puisqu'une donnée chiffrée n'empêchera pas forcément un ransomware de de vouloir la prendre en otage, ce qui est un petit peu son but. Par contre, dans les mécanismes que l'on utilise chez Thales pour chiffrer une donnée, on retrouve des mécanismes pour euh, protéger une donnée finement euh, et empêcher ou limiter en tout cas tout ce qui est utilisateur ou process non autorisé d'accéder à cette donnée-là. Mhm. Et si je sais donc limiter et empêcher un process non autorisé, donc un malware par exemple, d'accéder à une donnée qui est chez moi sensible, eh bien celui-ci ne pourra pas la prendre en otage, ne pourra pas justement appliquer ce qu'il souhaite faire dessus et nous empêcher de l'utiliser. En ayant donc cette protection de données fines, granulaires au plus proche de la donnée, c'est ça l'intérêt ici qui viendra minimiser les impacts d'un ransomware et qui va me surtout m'accélérer, si vous voulez, ma phase de recouvrement, de recovery en anglais, pardon, mais si je souhaite rétablir et remonter mon système d'information, puisque mes données sont restées intègres, puisque les malwares n'ont pas su les prendre en otage, je vais pouvoir repartir bien plus vite en cas d'attaque. C'est ici l'intérêt d'une protection vraiment rapprochée au plus proche de la donnée. Comment justement on applique cette protection, et je vous cite, au plus proche de la donnée, sans pour autant limiter l'accès et finalement réduire la capacité des métiers à s'appuyer sur ces données et à les exploiter au jour le jour? Alors, je comprends effectivement, et je pense qu'il y a deux aspects ici qu'on pourrait mettre en avant. L'agent, en tout cas chez Thales, pardon, on utilise un agent qui va venir, eh bien, finement limiter l'accès à une donnée, c'est-à-dire un fichier, par rapport au process qui souhaite y accéder. Et donc, on va pouvoir finement construire des politiques de sécurité, et justement d'où l'intérêt d'avoir une centralisation de ces politiques de sécurité, pour se dire tel process, tel utilisateur, telle application a le droit d'accéder à mes données, mais tout ce qui est autour ne se verra bloquer l'accès, ou se verra uniquement accéder à la donnée, mais en restant chiffré. Ce qui permettra, par exemple, à des applications de sauvegarde de ne pas avoir accès à la donnée en clair. Pourquoi est-ce que mon outil de sauvegarde doit voir la donnée en clair si je souhaite uniquement, eh bien, répliquer mon environnement de données dans un autre système pour pouvoir restaurer en cas de problème plus rapidement? Je peux très bien faire cela sur des données chiffrées que je gère, puisque je gère les clés et je suis en total contrôle sur ma donnée. Donc on a, je pense ici, une gestion fine des accès au niveau de la donnée grâce à des agents. Et puis, on peut voir l'aspect accès à la donnée de façon plus large, et ce qui va nous faire peut-être revenir sur le côté de l'identité, puisque finalement, je ne peux pas effectivement bloquer l'accès aux utilisateurs à mes données, sans ça personne ne travaille. Mais donc, ce qu'on va chercher à faire plutôt, c'est de se dire comment je vais pouvoir donner l'accès aux utilisateurs aux données de façon plus intelligente, de façon plus agile, plus adaptée, en fonction justement d'un contexte, en fonction d'un risque, en fonction du type d'application et donc du type de données que j'ai à maîtriser. Je vais, eh bien, fournir un accès sécurisé à l'utilisateur en lui demandant de s'authentifier, par exemple, plus fortement si le risque est élevé, ou en bloquant l'accès si je décide que le risque est trop fort. Est-ce qu'on peut revenir, Nicolas, en détail sur cette notion d'agilité? C'est vrai que quand on parle d'agilité, la question de la cybersécurité ne vient pas forcément spontanément à l'esprit. Vous venez de le dire, hein, il y a de l'identification, il y a de l'authentification aussi. Ces éléments-là peuvent être agiles. Comment est-ce qu'on applique cette agilité sans pour autant créer finalement, je vais le dire très clairement et très simplement, sans finalement créer de failles en matière de cybersécurité? Là, vous soulevez un point très important et prégnant dans les organisations d'aujourd'hui. Elles font face, je pense, toutes à une certaine complexité, puisque on a fait évoluer les systèmes d'information, on a beaucoup plus de types de services différents, de types d'environnements différents, du cloud, du hybride, des services SaaS, etc. Et l'accès à tous ces services et ces applications
des fois, demandent effectivement aux organisations de se voir contraintes d'utiliser telle ou telle méthode d'accès ou d'authentification, ce qui vient créer ici vraiment une sorte de complexité, et en tout cas un existant. Et le choix d'une solution IAM qui va vouloir essayer d'unifier ça et de sécuriser globalement ces accès-là de façon, encore une fois, unifiée, eh bien, dans ce choix-là, on se doit de choisir une solution qui va être capable justement de s'adapter à cet existant. Donc peut-être de venir apporter un complément à certains moyens d'authentification existants, comme si j'utilisais qu'un simple password, eh ben je vais vouloir apporter de l'authentification forte, donc le fameux MFA, le fameux multifacteur. Mais j'ai peut-être aussi besoin d'une solution qui, lorsque j'accède à certaines applications, va me demander justement la vérification d'un mot de passe que je peux aller déléguer en termes de vérification à des systèmes existants. Donc chez Thales, on a par exemple une délégation de password vers Azure AD, tout en rajoutant un deuxième facteur qui peut être sur une application mobile ou sur autre chose. Donc il y a vraiment cet existant qu'on ne peut pas d'un simple claquement de doigts remplacer. Ça c'est une réalité. Donc dans le choix dans des stratégies IAM, je pense qu'il y a un vrai intérêt à essayer d'être agile, en tout cas d'aller chercher des solutions capables de s'adapter à un existant, capables de s'intégrer dans un existant et d'apporter, voilà, de façon simple et rapide, de l'authentification forte, une meilleure gestion d'accès, de la sécurisation, puisque c'est ça quand même l'enjeu ici, mais tout en restant agile et je pense penser aussi à l'utilisateur au centre de ces accès-là. L'utilisateur, justement, comment est-ce qu'on met en place cette agilité quand dans une organisation, je pense que c'est le cas chez Thales, c'est le cas dans la mienne, c'est le cas dans beaucoup d'autres organisations, on a des chercheurs, on a des développeurs, on a des commerciaux qui utilisent des ordinateurs différents, parfois fixes, parfois mobiles, qui utilisent leur smartphone, qui utilisent des tablettes. Comment est-ce qu'on met en place un système, un processus qui permet d'authentifier, d'autoriser des accès à des applications, tout en respectant également le fait qu'on ait finalement différentes populations dans l'entreprise? Ouais, tout à fait. Là vous soulevez un des défis, je pense, premiers dans des organisations, petites, moyennes ou grandes. En fait, on n'a pas qu'un seul type de profil utilisateur. Comme vous l'avez dit, on a des profils bien différents, qui ont des façons de travailler bien différentes, qui ont des équipements différents, un laptop, un smartphone, des tablettes. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir s'adapter. L'agilité, là aussi, comment je vais adapter finalement des moyens d'accès sécurisés pour ces profils-là, ces profils différents. Et il y a trois points, je pense, qu'il faut garder en tête quand on va choisir justement ces méthodes d'authentification. C'est à la fois la simplicité d'usage pour l'utilisateur. On se doit de lui offrir de la commodité, de l'usabilité, de l'usage simple en tout cas pour accéder aux données, mais aussi de la confiance, c'est-à-dire la sécurité, puisque on veut sécuriser et bien savoir qui accède à quoi. Et puis enfin, du côté opérationnel, il faut trouver des méthodes qui soient aussi optimisées en termes de coûts ou de charges opérationnelles. Donc c'est ces trois éléments-là qui sont d'ailleurs soulevés par le Gartner dans un de ses récents articles pour justement aider à choisir quel type d'authentification ou de méthode d'authentification je dois fournir à mes utilisateurs. Et chez Thales, on est vraiment convaincu de cela et c'est pour ça qu'on développe vraiment des éventails, des portfolios assez larges de moyens d'authentification bien différents. On va retrouver des cartes à puce, des tokens USB, des tokens FIDO qui arrivent, des tokens qui savent à la fois faire du FIDO, à la fois faire de la PKI, des smartphones, des applications software. Voilà, on va essayer d'avoir vraiment une grande diversité dans ces moyens d'authentification pour couvrir un maximum de parcours utilisateurs, de profils différents de nos collaborateurs. Nicolas, on arrive quasiment à la toute fin de cette interview et j'ai une toute dernière question à vous poser. À la fin de cette journée consacrée à la cybersécurité, on parlera zéro trust, on parlera d'identification, ce qu'on a commencé à faire avec vous. Pour vous, et vous le disiez, l'IAM est incontournable. La question de l'identification, quand on a une politique de cybersécurité, on ne peut pas passer à côté. Il faut absolument avoir des pratiques et une politique très claire à ce sujet. Pourquoi est-ce que l'IAM, pour vous, peut être perçue, en tout cas pensée, comme l'une des mesures les plus efficaces
pour lutter le plus efficacement possible contre les ransomware qui pullulent aujourd'hui sur le réseau? Oui, ou en tout cas une des plus efficaces, c'est sûr, pour se prémunir de nombreuses attaques, incluant les ransomware, puisque je pense qu'aujourd'hui, une des causes principales de ces attaques-là, commence par un vol d'identité, commence par un accès non autorisé à des ressources. Donc évidemment, pour nous, l'IAM et l'authentification forte restent des éléments très importants et surtout prioritaires, je pense, dans une démarche de cybersécurité. Donc, et je pense que c'est clairement ancré dans le Zero Trust, hein, mettre en place de la fédération d'accès, de l'accès contextuel, de l'authentification forte, pour savoir qui accède à quoi, quand et comment. C'est vraiment répondre à ces questions qui pour nous est une priorité et créer certainement une bonne base solide en tout cas pour des mécanismes de cybersécurité. Et sur cette base-là, après, on peut chercher à s'étendre et justement peut-être qu'une des prochaines étapes sera de rapprocher la sécurité aussi vers les données et revenir vers de la protection des données. Et pour ça, je suis sûr qu'on aura l'occasion de vous accueillir encore sur le plateau pour approfondir ce sujet.